d'abord. Younis, est-ce que vous m'entendez? Oui. D'accord, donc je continue. Donc merci pour la présentation. Je m'appelle Selim Badou, je suis d'Istanbul, Turquie. Après avoir travaillé longtemps à l'Université d'Istanbul comme directeur du département de virologie et immunologie fondamentale, donc il y a 6 ans maintenant, j'ai quitté la vie académique et je suis venu rejoindre le JSK actuellement, comme disait Younous. Donc je travaille dans les pays émergents comme directeur scientifique de la santé publique. Donc durant ce congrès, et en plus j'espère que ce sera la dernière fois que je participe online et j'aimerais bien être parmi vous durant le prochain symposium. Alors, je vais vous parler des nouvelles technologies pour le développement des vaccins. En tout cas, surtout pendant cette période de pandémie, on a parlé beaucoup des avantages, des désavantages, des insuffisances des différentes nouvelles technologies pour les vaccins. Alors, je voulais discuter avec vous. Et voici l'agenda que j'ai préparé pour cette présentation. Donc, je vais voir les différentes techniques qui viennent. Donc, on va voir les avantages, les désavantages de ces techniques. Avec les adjoints, je vais terminer cette présentation en attendant votre question et vos commentaires. Donc, pour l'introduction à la technologie des vaccins, si on voit un petit peu la vaccinologie, nous savons très bien, donc plusieurs types d'antigènes ont été utilisés pour la préparation des vaccins. D'un côté, il y avait les pathogènes entiers, mais d'une façon vivant, atténuée ou bien inactivée, ou bien, comme c'était dans le cas de la préparation du vaccin contre les rotavirus, il y avait des vaccins utilisant les pathogènes en réassorti. D'autre part, il y avait les composants antigéniques des différents pathogènes, comme je pourrais donner l'exemple du vaccin de la grippe, utilisant certaines parties du pathogène, donc ce sont les vaccins fragmentés et sous-unités, ou bien les protéines recombinantes. Alors, parmi tous ces différents antigènes, lequel il faut choisir pour vis-à-vis contre une maladie infectieuse? Donc, le choix de l'antigène est déterminé par ceux qui fournissent les résultats optimaux. D'une part, en termes de tolérance, d'autre part, en termes de l'immunogénicité, et deuxièmement, ce qui est réalisable en utilisant la technologie disponible. Donc, le choix est fait d'après l'immunogénicité et la tolérance du vaccin qui utilise les différentes formes de l'antigène. Alors, quand on voit un petit peu l'évolution historique des technologies, donc jusqu'à les années 80, il y avait une approche empirique, donc l'approche qui commençait par les techniques utilisées par Louis Pasteur, et donc utilisant les vaccins inactivés ou bien les vaccins vivants atténués. Mais au début des années 80, nous avons rencontré le premier vaccin qui est différent de cette approche empirique, qui était le ADN recombinante. Puis, fin des années 80, donc c'était la période où il y avait les vaccins conjugués avec une conjugaison chimique, surtout pour les vaccins pneumococciques. Et les années 2010, nous avons découvert la vaccinologie inversée, qui est actuellement la plus nouvelle technologie qui est utilisée en dehors du COVID-19, et cela surtout pour le méningite B. Alors, les techniques, quand je vois les techniques, surtout les techniques nouveaux, donc il y a une liste de nouvelles générations, commençant par bioconjugaison, les vecteurs viraux, la biologie de synthèse, la vaccinologie structurelle et les nouveaux adjoints. Et je vais partager avec vous certains exemples de ces nouvelles technologies susceptibles d'améliorer d'une part l'efficacité et d'autre part la fabrication des vaccins. Donc, commençons par la bioconjugaison. Comme je vous ai dit, la bioconjugaison remplace la conjugaison chimique que nous avons eu l'expérience concernant le vaccin pneumococcique ou les autres vaccins qui est de base d'antigènes polysaccharidiques. Donc, dans cette approche de conjugaison chimique qui était une approche classique, on avait la purification de l'antigène polysaccharidique partant de l'agent pathogène. D'autre part,
on avait une grande molécule porteuse de protéines recombinantes. Après avoir purifié cette grande molécule de protéines, donc on essaie de lier ces deux molécules avec une liaison chimique, et après on purifie et on utilise le vaccin conjugué. Par contre, dans le bioconjugaison, tout se passe dans la même cellule. En fait, si on voit dans cette slide diapositive suivante, donc d'abord, dans une bactérie créée par génie génétique, on réalise l'expression par système de conjugaison. Après, on place dans la même cellule l'enzyme qui va conjuguer, qui va lier la protéine porteuse aux molécules de polysaccharides, et à la fin, on obtient la conjugaison de la protéine à cette molécule de porteuse. Donc, après la purification, on obtient le vaccin bioconjugué. Il y a certains avantages de l'utilisation de la bioconjugaison. D'abord, cette approche permet le développement d'une gamme plus large de vaccins. Deuxièmement, nous savons que la fabrication, la durée est très rapide, et aussi le processus peut entraîner des réductions de coûts, donc c'est beaucoup plus économique. Mais ce qui est le plus important, je pense que la conjugaison enzymatique sert à préserver la conformation de l'antigène natif. Donc, il n'y a aucun changement dans la structure de l'antigène natif. Deuxièmement, les vecteurs viraux, je parlais de cette technologie qu'on a beaucoup parlé pendant la pandémie, parce qu'il y avait des vaccins d'AstraZeneca ou bien des vaccins russes Sputnik qui utilisaient cette technologie. Donc, quels sont les vecteurs viraux qui peuvent fournir des informations génétiques aux cellules cibles chez l'homme? Donc, nous savons que le vecteur viral qui a été capté par une cellule présentatrice d'antigène comme une cellule dendritique, donc après avoir reçu cet vecteur viral dans son endosome, dans la cellule dendritique, donc il y a la production du génome viral, production de la protéine virale et présentation de cette protéine dans la molécule de MHC pour les cellules CD8, les cellules cytotoxiques. Donc l'information génétique génère l'antigène peptidique qui stimule ces molécules cytotoxiques. Donc, c'est un avantage, c'est une technique assez importante, au moins théoriquement, concernant les vaccins qui utilisent cette technologie de vecteur. Alors, les vecteurs adénoviraux sont des candidats intéressants pour le développement de ces approches. D'abord, ce sont des virus à ADN double brand avec un génome bien caractérisé et relativement facile à manipuler. Donc, on connaît bien les ADN des adénovirus. D'autre part, ces virus provoquent généralement des maladies bénignes chez les adultes et peuvent être rendus non réplicatifs facilement. Et donc, on connaît les 57 sérotypes chez l'homme uniquement, comme je viens de vous citer. Donc, les adénovirus, comme les vecteurs viraux, on les utilise dans différents vaccins, comme le vaccin COVID développé par AstraZeneca, et d'autre part, nous savons aussi, mais c'est très limité les exemples, le vaccin russe Sputnik utilise adénovirus qui vient du chimpanzé. Alors, quels sont les avantages d'utiliser des vecteurs? D'abord, ces vecteurs peuvent infecter des cellules qui se divisent ou qui ne se divisent pas, donc une variété de cellules. D'autre part, il y a un mode d'administration flexible. Ces adénovirus, donc, on peut être cultivés à titre élevé en culture cellulaire ou tissulaire. Donc, on peut obtenir une grande quantité d'adénovirus. Ils sont hautement immunogènes, donc induisent pas uniquement la réponse humorale, mais aussi la réponse cellulaire. Et ils sont non réplicatifs, donc la suppression d'ADN ne peut garantir l'absence de réplication chez les vaccinés. Donc, ce sont certaines propriétés importantes des vecteurs adénoviraux concernant cette approche pour les nouvelles technologies de vaccins. Alors, la biologie de synthèse, c'est un mélange. Après avoir obtenu les données biologiques, on fait l'analyse informatique et on crée ou bien on reconception des systèmes biologiques. Et il y avait deux grands groupes dans cette biologie synthétique. D'abord, les vaccins à ADN.
générant des antigènes chez le receveur. Donc, on prépare l'ADN plasmide. Ces plasmides contenant des gènes d'antigènes sont injectés dans le hôte. Quand ils sont injectés, l'ADN plasmide, il pénètre dans le noyau et les cellules hôtes génèrent des antigènes et ces antigènes jouent le rôle de l'activation du système immunitaire cellulaire et humain. D'une part, il y a les avantages de ces ADN, de cette technologie. D'abord, ils sont simples. Deuxièmement, peuvent coder plusieurs antigènes. Et d'autre part, nous savons qu'ils conservent leur conformation native. Ce sont les avantages, au moins théoriques, de l'utilisation des vaccins à ADN. Mais on en parle depuis une trentaine d'années, même plus. Par contre, quand on voit un côté pratique, on sait très bien qu'il n'y a aucun vaccin utilisé pour l'être humain préparé avec cette technologie parce que méthode d'administration est inefficace. Le problème, c'est de intégrer les ADN plasmides dans la cellule, dans le noyau directement. Donc, on s'en sert de plusieurs nouvelles techniques, donc polarisation ou bien donc avec une injection par les gants jeans. Donc, c'est assez difficile, assez fragile de faire entrer le ADN plasmique dans le noyau. D'autre part, le succès clinique est très limité. Donc, théoriquement, c'est très bon, mais franchement, les vaccins ADN, on a vu actuellement aucun vaccin, mais bientôt, probablement à la fin de 2022 ou début 2023, on aura le premier vaccin ADN contre le SARS-CoV-2. Par contre, nous savons très bien, le deuxième groupe de ces technologies de synthèse, nous avons les vaccins à ARN messenger. Aussi, l'histoire un petit peu, commençant dans les années 60, par la découverte de l'ARN messager, mais nous savons très bien que c'est après les 2000 qu'il y a eu les premiers vaccins utilisant ce ARN messager comme immunogène, comme le vaccin. Donc, nous savons qu'il y a des vaccins traditionnels. Et si on les compare avec les vaccins traditionnels et les vaccins mRNA du point de vue d'utilisation des adjuvants, nous savons que les vaccins traditionnels, ça peut être une bactérie, virus, parasite ou protéine à partir d'agents pathogènes, on a besoin souvent d'utiliser, de les mettre en commun avec les adjuvants pour obtenir une bonne réponse des cellules immunitaires. Mais dans le cas des vaccins à ARN messager, on n'a pas besoin d'utiliser des adjuvants parce que nous savons très bien que l'ARN, c'est une molécule assez fragile et pour cela, pour le faire intégrer dans le corps humain, surtout dans le cytoplasme cette fois-ci, donc on utilise des nanoparticules lipidiques, le LNP, qui ne nécessite pas l'addition de l'adjoint parce que les porteurs dans les vaccins à base ARN messager, par exemple, les nanoparticules lipidiques, ont des propriétés adjointes. Donc, pour ces vaccins, pour ce groupe de vaccins, on n'utilise pas les adjoints. Alors, ce qu'il y a comme le kinétique, si vous voulez, de l'activation du système immunitaire en utilisant ces vaccins. Donc, d'abord, après l'administration et le vidange vers les ganglions lymphotiques, ces nanoparticules et l'absorption de ARN messenger et nanoparticules. Donc, on voit l'infiltration des cellules immunitaires et dans ces cellules, surtout des cellules immunitaires innées, on voit l'expression et la présentation de l'antigène en partant de l'ARN messager qui, à son tour, stimule le système immunitaire inné et à la fin, le système immunitaire inné, c'est-à-dire les cellules T4 naïves, vont activer la réponse humorale et cellulaire. Donc, c'est tout le cyclus, tout le kinétique qu'on connaît de l'activation de le système immunitaire en basant de différents antigènes et le vaccin mRNA, donc ces molécules, ils jouent le même rôle, le même cyclus d'activation. Alors, les avantages de cette approche, d'abord, il peut permettre une fabrication rapide et peu coûteuse.
les vaccins à ARN messager ont un produit final hautement purifié, aucun risque d'incorporation dans le génome du patient. Cette propriété est assez importante parce qu'on a beaucoup discuté pendant l'utilisation du vaccin à ARN messager en ce qui concerne le COVID-19, le vaccin COVID-19. Ils sont au niveau contrôlable, machinerie d'expression génétique du corps utilisée pour exprimer les protéines complexes difficiles à générer in vitro. C'est possible avec ces vaccins. Les antigènes peuvent être produits dans les cellules cibles, ce qui est assez important. Et nous savons que la modification rapide de l'ARN pour répondre aux nouvelles variantes virales, donc en ce qui concerne par exemple les variants de COVID-19, en changeant uniquement l'antigène, on utilise la même plateforme, donc la modification rapide est possible avec ces technologies. Par contre, on a aussi certaines questions concernant ce groupe de vaccins. D'abord, il nécessite une molécule porteuse efficace pour être délivrée dans les cellules. Actuellement, ça pose aucun problème, mais c'est à discuter. D'autre part, nous savons toujours que pour la stabilité, on a besoin de températures élevées. D'autre part, peut nécessiter de fortes doses ou d'administration répétée. Donc, l'obtention d'une expression adéquate est possible avec des fortes doses ou avec des doses de rappel. Ça, on va voir aussi l'utilisation et les résultats du vaccin ARN messager dans le cas du COVID-19. Il est intrinsèquement immunostimulant. Nous savons aussi que nouvelles technologies avec des problèmes de sécurité potentiels dans l'avenir, ça, on va attendre et voir ce que ça va donner ces vaccins pour les vacciner contre le COVID-19. Et nous savons aussi les préoccupations d'interférence avec l'ADN de hôte, ce qui n'a pas été prouvé jusqu'à aujourd'hui. Théoriquement, c'est possible, mais on n'a jamais montré expérimentalement l'interférence de l'ARN du vaccin avec l'ADN de hôte. Par contre, dans le futur, qu'est-ce qu'on attend du vaccin ARN messager? Voici le vaccin ARN messager qu'on utilise actuellement contre le COVID-19. C'est le vaccin conventionnel. Donc, on injecte le ARN. L'ARN, il produit directement les antigènes viraux qui vont stimuler le système immunitaire. Par contre, dans future recherche, probablement, nous aurons des self-amplifying RNA vaccines, c'est-à-dire on les appelle les vaccins SAM. Donc, vous introduisez le ARN. D'abord, avant de produire des antigènes viraux, on voit une multiplication des molécules d'ARN qui vont produire donc à la fin beaucoup plus d'antigènes viraux et qui vont stimuler le système immunitaire beaucoup plus fort. Voici le vaccin SAM, basé sur un génome du virus modifié. Donc, il y a les gènes non structuraux et les gènes d'antigènes qui remplacent les gènes viraux et ils sont incorporés dans le corps dans les lipides, les nanoparticules lipidiques. Donc, les deux types de vaccins ARN, à droite, nous voyons le système conventionnel qu'on utilise actuellement, donc RNA messager qui, après la translation, produisent l'antigène qui va activer le système immunitaire. Par contre, quand on utilise dans le prochain jour vient la technique SAM, Self-Amplifying mRNA, les répliquons. Donc, d'abord, on multiplie le nombre de ARN messages qui vont donner comme résultat, comme produit, beaucoup plus d'antigènes et celui-ci, il va augmenter l'activation du système immunitaire. Donc, cette nouvelle approche que nous allons utiliser bientôt, probablement vers la fin de cette année-ci, cette technique, c'est d'abord amplification du nombre de molécules ARN et puis ainsi produire beaucoup plus d'antigènes qui vont stimuler beaucoup plus fortement le système immunitaire. Voici les avantages de cette technologie. Donc, la production accélérée est sans nécessité de cultures cellulaires. Livraison beaucoup plus simple. Donc, l'ARN, il se contente d'être dans le cytoplasme. On n'a pas besoin de le mettre dans le noyau de la cellule cible, comme le cas de l'ARN plasmique. Ils ont une activité auto-adjuvante due au
LNP. Et nous savons aussi que la sécurité accrue, l'ARN ne peut pas intégrer dans le génome de l'autre, d'après les données actuelles concernant le vaccin du COVID-19. Alors, nous avons aussi cours bientôt à une nouvelle technologie qui est la vaccinologie structurelle. Donc, si on voit un petit peu en détail qu'est-ce que ça veut dire la vaccinologie structurelle, c'est une approche pour définir la structure 3D des molécules. Donc, il y a l'ingénierie rationnelle des antigènes basée sur des informations structurelles, amélioration des antigènes candidats sous-optimaux ne peut pas être fabriqués en utilisant les approches conventionnelles pour les vaccins qui ne peuvent pas être fabriqués. L'approche de vaccinologie structurelle, voici les étapes, les différents steps de cette approche. Donc, la détermination structurelle de l'antigène natif, identification de domaines, cartographie des épitopes, l'ingénierie basée sur la structure, antigène optimisée et la protection stabilisée. Donc, en utilisant ces techniques, bientôt, nous aurons l'occasion d'utiliser les vaccins contre le RSV, le Respiratory Syncytial Virus. Donc, il y a une forme qui est très immunogène, mais qui n'est pas stable avec ces technologies. Donc, on peut stabiliser cette forme qui est très immunogène. Donc, les avantages, c'est optimiser les antigènes pour l'immunisation pratique, développer les antigènes pour les vaccins combinés et permettre une modification rapide des antigènes en réponse à l'évolution de l'épidémiologie. La vaccinologie inversée, comme je vous ai dit, donc c'est une technique, c'est une approche qu'on utilise actuellement contre la méningite B. C'est le mélange de la séquençage du pathogène et l'analyse de ces résultats de séquençage avec un logiciel informatique pour prédire les antigènes susceptibles d'être les candidats de vaccins. Ils permettent d'identifier des candidats vaccins qui pourraient ne pas être découverts par des moyens traditionnels, qui est un grand avantage. Donc, voici la vaccinologie traditionnelle et ce qui la différencie de la vaccinologie inversée. Donc, il y a très peu d'antigènes disponibles avec la vaccinologie traditionnelle. Par contre, avec la vaccinologie inversée, tous les antigènes sont disponibles. Les antigènes ne peuvent être identifiés qu'à partir des micro-organismes pouvant être culturés, mais en vaccinologie inversée, on n'a pas besoin de faire la culture de l'agent pathogène. La séquence de l'antigène peut être variable. Et ici, les antigènes protecteurs des parties des plus conservées peuvent être identifiés et utilisés dans le vaccin. Donc, il y a un risque d'auto-immunité et les antigènes présentant une homologie avec les antigènes soit sont éliminés. Donc, il n'y aura aucun risque de réaction auto-immune avec la vaccinologie inversée. Donc, la vaccinologie inversée est une approche basée sur le génomique qui permet l'identification rapide des nouveaux candidats vaccins. D'autre part, et cette technologie permet de préparer des vaccins auparavant difficiles, voire impossibles à réaliser. Voici, pour terminer ces différentes technologies, le plateforme technologique. Donc, on parle aujourd'hui des plateformes pour les perspectives pour améliorer le développement des vaccins. Du moment que vous avez une technologie dans la main, cette plateforme, en changeant l'antigène que vous mettez dans cette même plateforme, vous obtenez le vaccin beaucoup plus vite. Pardon. Voici la vaccinologie traditionnelle. Il y a une évolution technologique. Après plusieurs cycles de raffinement, on obtient un candidat vaccin. Pour le développement de vaccins sur la plateforme, donc on a une plateforme technologique. On peut réutiliser cette plateforme qui contient les outils existants en changeant l'antigène. Donc, on a plusieurs candidats vaccins. Et voici le plateforme transporteuse. Voici l'antigène et le vaccin modulaire. Si ça nécessite, donc en changeant le pathogène, on peut utiliser la même plateforme existante pour obtenir des vaccins différents. En résumé, voici les différents avantages des technologies de plateforme. Donc, pour la préparation, meilleure préparation vis-à-vis des épidémies et des pandémies futures, la réactivité accrue des épidémies, nous savons aussi opportunité de stockage des composants vaccinaux, le temps de développement et de production sont réduits en utilisant ces nouvelles technologies et aussi la réduction des coûts de développement est possible en utilisant ces technologies de plateforme. Et nous avons les différentes techniques et les différentes propriétés des vaccins, l'efficacité vaccinale, développement plus rapide, découverte accélérée d'antigènes,
fabrication simplifiée ou réduction de coûts. On voit par exemple la technique ARN Messenger avec le sous-groupe SAM, nous pouvons obtenir pour toutes ces propriétés un grand avantage. Et par contre, pour les vaccins vecteurs vivants adénovirus, on a une efficacité vaccinale améliorée et une fabrication simplifiée. Donc, chaque méthode, chaque technologie a des avantages pour produire des vaccins efficaces. Alors, pour terminer, je veux dire quelques mots sur les adjuvants, parce que les adjuvants, c'est très important, surtout dans certains groupes à cible. Voici pourquoi on a besoin d'antigènes. Donc, quand on utilise des micro-organismes qui se répliquent ou qui ne se répliquent pas, donc les vaccins vivants atténués ou les pathogènes inactivés, on peut utiliser ces vaccins ou bien les purifier pour augmenter la tolérabilité du vaccin. En purifiant, par contre, on diminue l'immunogénicité de ces vaccins purifiés. Donc, pour augmenter l'immunogénicité de ces antigènes purifiés, on les mélange avec les adjuvants et ces adjuvants, pour ces antigènes purifiés qui ont une haute tolérabilité, ils augmentent et ils activent l'immunogénicité de ces antigènes purifiés. Donc, un vaccin avec adjuvant contient une partie d'antigène qui est la structure moléculaire reconnaissable par le système immunitaire. D'autre part, il contient l'adjuvant, qui est une substance conçue pour améliorer et moduler la réponse immunitaire aux antigènes vaccinaux. Quels sont les adjuvants qui nécessitent l'utilisation dans les vaccins? Ce sont les vaccins vivants, ne nécessitent généralement pas d'adjuvants car ils limitent l'infection naturelle et ont une immunogénicité élevée. Par contre, vacciner inactivés et les antigènes purifiés, ils nécessitent généralement l'utilisation des adjuvants. Alors, l'avantage des adjuvants, c'est améliorer la durée de la réponse immunitaire, augmenter l'immunogénicité limitée, de réduire des doses et les pannes antigéniques, et d'autre part, amélioration des réponses immunitaires dans les populations spécifiques où les réponses aux vaccins sont généralement réduites. Donc, quand on parle d'adjuvant, c'est un terme générique qui englobe un groupe de composés ou avec un ou plusieurs mécanismes d'action, mais actuellement, on a commencé à mettre ensemble les différents adjuvants, donc on obtient à la fin, avec la combinaison de plusieurs adjuvants, des systèmes d'adjuvants qui ont un effet beaucoup plus fort, beaucoup plus performant. Donc, avec ces nouvelles combinations de systèmes d'adjuvants, nous obtenons des solutions vaccinales qui sont améliorées pour différents groupes dont la vaccination ne donne pas toujours les bons résultats chez les adultes, les personnes âgées, dû au immunosénescence, au immunoaging. La réponse vaccinale est diminuée ou on peut vacciner les femmes enceintes ou bien les nourrissons qui n'ont pas développé encore trop tôt pour le système immunitaire. Donc, les adjuvants, ils sont utilisés pour augmenter la réponse vaccinale chez ces groupes spécifiques. Et GSK, ils utilisent des technologies, ces différentes technologies, maintenant ou à l'avenir pour le développement des nouveaux vaccins, donc commençant par bioconjugaison, les vecteurs viraux, la biologie synthétique et les autres technologies que je viens de citer. Donc, je termine cette présentation avec ce slide. Donc, c'est toute notification d'un événement indésirable devrait être contacté dans les responsables du pays de GSK. Je vous remercie pour vos attentions et si vous avez des questions, je vais essayer de les répondre. Merci beaucoup.